Elle n'était qu'une nouvelle élève tranquille, qui essayait de s'intégrer. Mais dans cette école, le simple fait d'être différente était suffisant pour être ennuyeux. Personne ne savait qui elle était, et encore moins qui était son père. Jusqu'à ce qu'un jour ordinaire, l'impossible se produise. Un hélicoptère du FBI atterrit dans la cour de l'école. Et là, au milieu du bruit des hélices et des yeux écarquillés, toute l'école a compris. Certains silences cachent plus de pouvoir que vous ne pourriez l'imaginer. Cette histoire ne parle pas seulement d'intimidation. Il s'agit de justice, à propos de l'amour, de ne pas avoir à crier pour être entendu. Et si vous avez déjà eu l'impression que personne ne vous voyait, cette vidéo est pour vous. Profitez-en maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent et oublient de s'abonner. Mais ici, nous racontons des histoires qui changent des vies. Et vous voudrez être là quand le prochain arrivera. Écoutez maintenant la fin, car ce qui est arrivé à Keisha ce jour-là résonne encore dans les couloirs de cette école à ce jour. Keisha regardait la ville à travers la fenêtre de la voiture, tandis que sa mère conduisait en silence. C'était comme si chaque maison disait « Tu n'as pas ta place ici ». De larges rues, des clôtures blanches impeccables, des dames arrosant des jardins dans le même tablier à carreaux. Tout était trop propre, trop organisé. Les gens marchaient lentement, comme s'ils n'étaient jamais pressés. C'était l'opposé de la dernière ville où ils vivaient. Là-bas, à l'intérieur de la Caroline du Nord, le changement n'était pas un choix. C'était une question de survie. La mère, une infirmière dévouée, avait réussi à obtenir une place à l'hôpital local après 3 refus. Quant au père, il était en mission, comme toujours. Et Keisha savait qu'elle ne pouvait pas en dire beaucoup, même si elle le voulait. L'école était petite, un seul étage, des murs trop clairs, une cour couverte de feuilles sèches et des élèves qui se connaissaient depuis la maternelle. Keisha est arrivée vêtue d'un sweatshirt ample, de baskets aux lacets défaits et d'un look qui disait « Je ne veux pas attirer l'attention ». Mais il a appelé. Il leur a suffi de 3 pas dans le couloir principal pour tourner le cou. Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi ne parle-t-elle pas? Son silence est devenu une raison. D'abord, par curiosité. Ensuite, du mépris. Certains enseignants ont essayé de sourire. Ce sourire automatique que l'on obtient lorsqu'on salue un caissier de supermarché. Mais, dans l'ensemble, Keisha a été ignorée. Sauf quand ils ont volontairement mal orthographié son nom. Keisha, Keisha, Keksa, elle l'a corrigé une fois. La deuxième fois, je n'ai plus essayé. Au cours de la 3e semaine, elle a commencé à écrire. Pas d'essai ni de lettres. J'ai écrit tout ce qui s'est passé. Elle gardait des papiers froissés que les gens lui jetaient. J'ai écrit des noms, horaires, même les regards noirs qu'elle recevait à la cafétéria lorsqu'elle était assise seule avec son sandwich enveloppé dans du papier aluminium. Elle ne s'est plainte à personne, même pas avec maman, même pas avec les professeurs, beaucoup moins avec le père. Mais c'est documenté, comme si on créait un dossier de ce que personne ne voulait admettre. Un jour, une fille de sa classe a laissé un mot sur son bureau avec une seule phrase « Retourne d'où tu viens ». Keisha l'a lu, a plié le papier et l'a collé au dos de son cahier, parmi d'autres souvenirs. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, c'était quelque chose de plus froid, quelque chose qu'elle a appris trop tôt. La solitude est parfois plus sûre que la confrontation. Ce que les autres ne savaient pas, c'est que Keisha n'était pas fragile. Elle a été formée au silence. Son père, James Williams, lui avait appris cela depuis qu'elle était petite. Ceux qui observent comprennent, ceux qui écoutent préparent. Et elle écoutait, tous. Quand le professeur d'histoire évitait de l'appeler pour lire, quand le rire venait toujours après que ton nom était mentionné, quand ils ont fermé son placard à clé et ont dit que c'était juste une blague. Keisha a enregistré chaque détail comme si elle assemblait un puzzle invisible. Mais il n'a pas pleuré. Même pas à la maison, elle a juste regardé le mur de la chambre, où elle avait collé une vieille photo avec son père, elle sur ses genoux, tous deux portant des gilets pare-balles, un jour de visite à la base. C'était la seule photo où elle souriait réellement. C'était un rappel que si tout s'écroulait, il viendrait. Ce lundi-là, tout semblait pareil. Ciel nuageux, odeur de pain rassis dans le couloir,
Le même groupe d'étudiants au fond de la salle, parlant fort comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Keisha est arrivée tôt, comme toujours. J'aimais m'asseoir près de la fenêtre et regarder le brouillard recouvrir le terrain de football. Mais ce jour-là, sa chaise était occupée. Première arrivée, dernier vu, dit l'un des garçons en riant avec les autres. Elle n'a pas répondu. Elle chercha un autre endroit, s'assit tranquillement et sortit son carnet. Pendant la pause, il a remarqué que son sac à dos était ouvert. Quelqu'un avait jeté du ketchup à l'intérieur. Il n'y avait aucun employé autour. Et quand elle est allée se plaindre, l'inspecteur a simplement haussé les épaules. Peut-être l'avez-vous laissé ouvert. À ce moment-là, Keisha ne se sentait pas en colère. Il se sentait profondément fatigué, comme si tout était programmé pour la rendre invisible et en même temps exposée. Mais ce que personne ne savait, pas même ceux qui riaient, c'est que Keisha était en train d'enregistrer. Non seulement avec le téléphone portable caché dans la poche de la veste, mais avec un petit appareil photo, de la taille d'une pièce de monnaie, attaché à l'intérieur du sac à dos. Un cadeau de mon père, il y a des années, avec la phrase « Parfois, la justice a besoin de preuves ». Elle avait des audios, des vidéos, des photos, les conversations dans les vestiaires, les rires quand les gens parlaient d'elle, même les murmures des professeurs qui disaient qu'elle était trop distante pour s'intégrer. Tout catalogué. Mais malgré tout, elle voulait quand même l'essayer elle-même. J'avais l'impression que demander de l'aide équivaudrait à admettre un échec. Ça ne pouvait pas le supporter. C'est perdu. C'était la fierté silencieuse de quelqu'un qui a grandi en apprenant à résister. Jusqu'à ce jour, tout est allé trop loin. Tout s'est effondré d'un coup. C'était après le déjeuner, pendant la deuxième pause. Elle allait au casier pour prendre son livre de mathématiques. Je voulais réviser avant le test. Le couloir était presque vide, seulement 3 étudiants marchant lentement et le bruit étouffé d'une balle frappant le terrain. Lorsqu'il atteignit l'avant de l'armoire, il remarqua que la serrure avait été trafiquée. Avant qu'il ne puisse réagir, quelqu'un lui a arraché sa capuche par derrière. En quelques secondes, 3 étudiants, 2 garçons et une fille, l'ont poussé de force dans le casier vide d'à côté. Ils ont verrouillé la porte, ils ont ri, et ils sont partis. Elle entendit des pas s'éloigner et le bruit métallique de la clé qui tournait. Puis, silence. Un silence si absolu qu'il résonnait dans ma tête. Keisha appuya son dos contre le mur froid du placard, respirant rapidement. Il sentait son cœur battre si fort qu'il avait l'impression qu'un tambour était coincé dans sa poitrine. C'était comme si le monde s'était arrêté. Il ne restait plus qu'elle et l'obscurité. Elle n'a pas crié, il n'a pas mendié. Il est resté là quelques minutes, essayant de contrôler sa panique. Il se souvenait de la technique de respiration que son père lui avait enseignée. 4 secondes d'inspiration, 4 de retenue, 4 de relâchement. Il a fait cela jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. L'école était silencieuse à l'extérieur, comme si personne n'avait remarqué son absence, comme si personne ne s'en souciait. Keisha sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Notification de calendrier, « Concentre-toi, tu peux gérer ». C'était un rappel programmé par elle-même, tous les jours à 13h30. Il sourit du coin de la bouche, comme s'il avait trouvé un billet pour son propre avenir. À ce moment-là, il comprit que la limite avait été franchie. Elle n'était pas faible pour demander de l'aide. Il était fort d'avoir essayé jusqu'ici. Puis, avec des doigts sûrs, elle déverrouilla son téléphone et chercha le nom qui apparaissait toujours quand elle en avait le plus besoin, « Papa ». James Williams se trouvait à plus de 800 km de là, dans une pièce sans fenêtre, en train de coordonner une opération visant à traquer des trafiquants d'armes présumés. Lorsque son téléphone portable a vibré au nom de sa fille, il a répondu à la première sonnerie. « Père » fut tout ce qu'elle dit. La voix était basse, mais ferme. Il n'y a pas eu de pleurs, juste une longue et lourde pause qui en disait plus que n'importe quel mot. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé d'explication. Il a simplement répondu « J'y vais ». En moins de 2 minutes, il donne l'ordre de remplacement, remet le commandement de la mission et appelle 2 collègues de confiance. Le protocole était clair.
Quand l'appel de la famille arrivait, il n'attendait pas. Je n'ai pas discuté. James était un homme de peu de mots et de bonnes décisions. Et à ce moment-là, ce n'était pas l'agent spécial, c'était le père. L'hélicoptère a quitté la base en moins d'une demi-heure. Pendant ce temps, Keisha a été retrouvée par un concierge qui a ouvert son casier et s'est plaint que les élèves étaient trop joueurs. Elle est partie sans rien dire, a pris son sac à dos et est retournée dans la chambre comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout était différent. Elle a passé l'après-midi en silence, comme toujours. Mais il y avait un calme étrange dans son regard, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. À 16h07, alors que les élèves commençaient à sortir de l'école, un bruit inattendu a rempli le ciel. Le bruit des hélices qui fendaient l'air devenait de plus en plus fort. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un hélicoptère d'hôpital. Mais ensuite, ils ont vu les lettres blanches inscrites sur le côté « FBI ». Et puis, le monde s'est arrêté. L'hélicoptère a atterri sur le terrain de football de l'école, avec la précision de quelqu'un qui savait exactement où il devait être. Les enfants qui étaient encore dans la cour de récréation ont couru pour voir. Certains enseignants se sont précipités dehors, essayant de comprendre ce qui se passait. La directrice est apparue avec la radio à la main, murmurant des ordres à la secrétaire, ne sachant pas si elle devait appeler la police ou simplement attendre. Personne n'imaginait qui était la cible de cette visite, jusqu'à ce que, au milieu de la poussière soulevée par les hélices, une silhouette descende d'un pas ferme et d'un regard mortel. James Williams. Costume sombre, lunettes de soleil, mallette dans la main gauche. Il n'a pas dit un mot, il marchait droit dans les couloirs de l'école, comme s'il connaissait déjà le chemin. Et il le savait. Keisha avait tout envoyé. Un plan de l'école, l'emplacement du bureau du directeur, le nom complet du directeur. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une leçon. Dans le bureau du directeur, le silence était presque gênant. La femme pâle essayait de maintenir sa posture. « Tout cela n'est qu'un gros malentendu, monsieur. » Mais avant qu'il puisse terminer, James ouvrit le dossier. Photos, enregistrements, vidéos. Chaque test est organisé par ordre chronologique. Il a pointé du doigt une tablette sur laquelle était diffusée une vidéo de 3 minutes, avec un son clair de rire, d'insultes et du moment exact où Keisha est poussée dans le placard. Le réalisateur, qui quelques secondes auparavant avait tenté de protester, déglutit difficilement. James n'a pas menacé. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement dit calmement « Ma fille a essayé toute seule. Vous l'avez laissée tomber. Et maintenant, vous allez en répondre. » L'air dans la pièce devint lourd. Pour la première fois, quelqu'un la regardait dans les yeux avec la vérité entre les mains. Pendant ce temps, Keisha attendait, assise sur le banc en béton près de la salle de sport, portant le même sweatshirt gris et les mêmes écouteurs. Je ne pleurais pas. Elle ne semblait pas ébranlée. Mais quiconque regardait attentivement voyait la différence dans ses épaules. Elles n'étaient plus voûtées. Ils étaient hétéros, fermes. Comme si, pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait protégée. Certains étudiants chuchotaient, montraient du doigt. D'autres restaient là à regarder en silence, déconcertés. Émilie, la même qui avait poussé Keisha dans le couloir, courut dans le bâtiment, le visage pâle, regardant en arrière comme si elle avait vu un fantôme. Et peut-être que c'est le cas, car ce qui se passait là-bas n'était pas seulement une visite inattendue, c'était une exposition, un miroir. Et tout le monde n'était pas prêt à s'y reconnaître. James quitta le bureau du directeur et se dirigea vers sa fille. Je n'ai rien dit. Il s'assit à côté d'elle, ouvrit une enveloppe et lui tendit un document signé. Il s'agissait de la demande officielle de transfert vers une autre école, avec une place garantie, une bourse complète, un soutien psychologique et le transport inclus. Mais Keisha ne l'a pas compris. Il a juste regardé son père et a dit « Je ne veux pas m'enfuir cette fois ». Il prit une profonde inspiration, il hocha la tête et il remit le papier. Ils restèrent là, côte à côte, quelques minutes encore. Pas de précipitation. Le bruit de l'hélicoptère qui redémarrait semblait lointain. C'était comme si ce moment leur appartenait. Un moment où, sans un seul mot, Keisha a récupéré quelque chose qui lui avait été enlevé il y a longtemps.
le droit d'exister dans la dignité. La semaine suivante, l'école n'était plus jamais la même. Non pas par peur, mais par honte. Les étudiants évitaient les couloirs où tout s'était passé. Les enseignants ont commencé à appeler Keisha par son vrai nom. Et non seulement cela, ils ont commencé à lui demander si elle avait des questions, si elle voulait participer. Le directeur a envoyé un courriel de groupe sur l'examen de la conduite, du respect et de l'inclusion. Mais personne n'a commenté. Le sujet flottait dans l'air, lourd, comme l'odeur de moisi après la pluie. Des affiches de diversité sont apparues sur les murs. Certains sont sincères, d'autres du pur marketing. Mais ce qui a vraiment changé, c'est le look. Parce que personne d'autre ne pouvait regarder Keisha de la même manière. Pas après ce qu'ils ont vu. Pas après avoir su qui elle était et qui était avec elle. Et pourtant, Keisha est restée la même. Il était assis au même endroit, mangeait le même sandwich en aluminium, portait le même sweatshirt gris. La différence résidait dans ce qu'elle portait à l'intérieur. Maintenant, je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ne te justifie même pas. Pas de cachette. C'était toujours silencieux, mais c'était un silence différent. Un silence respecté. Parfois, quelqu'un venait s'excuser, maladroitement, embarrassé. Elle a écouté. Je l'apprécierais. Mais cela ne s'est pas prolongé. Parce que Keisha a compris que le pardon ne consistait pas à alléger la culpabilité des autres, mais à ne pas porter leur poids sur ses épaules. Elle ne voulait pas que tout le monde change pour elle. J'aimerais juste que personne d'autre n'ait à traverser ce que tu as traversé. Et donc, il a continué à tout enregistrer. Maintenant, pas pour la défense, mais de mémoire. Parce que certaines histoires doivent être racontées, même en silence. Quelques mois plus tard, une commission des droits civiques de l'État a visité l'école. Personne ne savait avec certitude qui les avait appelés. Mais Keisha le savait. Il entendit la réalisatrice répéter 4 fois « Nous n'avons rien à cacher », comme si elle voulait s'en convaincre elle-même. Lors de la visite, ils ont demandé à parler à certains étudiants. Keisha était l'une des élues. Il s'est assis devant 3 personnes en cravate, a pris une grande inspiration et a parlé, pour la première fois à voix haute, de tout ce qu'il avait vécu. Pas de pleurs, pas de tremblements. Seulement la vérité, brute et ferme, comme elle l'a toujours gardée en elle. Une fois son discours terminé, l'un des membres du comité lui a dit « Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui ont besoin d'entendre cela. » Et à ce moment-là, Keisha réalisa que sa douleur n'était pas seulement la sienne. Cela faisait partie de quelque chose de plus grand. Une partie d'un changement qui avait déjà commencé. La vidéo de l'arrivée de l'hélicoptère a circulé dans la ville. Quelqu'un l'a enregistrée de loin et l'a postée dans un groupe local avec la légende « Le jour où l'école a arrêté ». Cela s'est rapidement propagé. Les commentaires allaient de « Enfin, quelqu'un a fait quelque chose » à trop d'exagération. Mais parmi ceux qui connaissaient vraiment la vérité, il y avait un consensus. Ce n'était pas un spectacle, c'était la justice. Une justice silencieuse, sans vengeance, sans public, juste une présence et l'amour. De nombreux parents ont contacté la direction pour savoir ce qui se passait. D'autres ont commencé à parler de racisme à leurs enfants pour la première fois. Et tandis que le monde s'adaptait, lentement et maladroitement, Keisha continuait sa vie, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit, parce que celui qui l'a vu l'a compris, et celui qui a compris n'a jamais oublié. James n'a jamais beaucoup parlé de ce jour-là, il n'a pas fait de discours. Je n'ai rien publié. Il n'a jamais évoqué cette affaire lors des réunions du FBI ou parmi ses collègues. Mais un vendredi soir, alors qu'il faisait la vaisselle avec Keisha, il lui dit « Tu as fait plus que ce que j'aurais fait à ton âge. Tu as gardé ce qui était censé être partagé. » Elle n'a pas répondu. Il a juste séché les verres et a souri. C'était le genre de conversation qui n'avait pas besoin d'être prolongée. Ils se comprenaient en silence. Et il savait qu'à ce moment-là, sa fille avait traversé un monde que beaucoup d'adultes n'auraient jamais le courage d'affronter. Un monde qui fait mal sans toucher, qui efface sans élever la voix. Mais avec dignité et stratégie, on peut surmonter ce problème. Et Keisha a gagné, sans se perdre. L'année suivante, elle rédige un essai pour un concours d'État. Le thème était « Qu'est-ce que le courage pour vous ?»
Elle n'a pas mentionné de nom. Il n'a même pas mentionné l'école. Mais elle a décrit en détail le sentiment d'être seule dans un placard sombre, écoutant le son de son propre cœur, comme s'il était le seul être vivant autour. Il a parlé de choisir de ne pas réagir avec haine, de résister sans crier, de croire que l'amour de quelqu'un, même à distance, pourrait suffire à tout changer. L'essai a remporté la première place. Il a été lu lors d'un événement avec des centaines d'étudiants. À la fin, l'un des juges a demandé si cette histoire était vraie. Keisha a juste souri et a dit « Ça dépend. Crois-tu que l'amour puisse atterrir dans un hélicoptère ?» Après le prix, l'histoire de Keisha a commencé à gagner d'autres espaces. Un professeur d'université a lu l'essai, a contacté sa mère et lui a demandé la permission de l'inclure dans un livre sur la résilience. Une ONG locale a invité Keisha à parler aux adolescents à risque. Elle a d'abord refusé, elle ne se sentait pas encore prête. Mais quelques mois plus tard, il a accepté de participer à un petit cercle de conversation dans une école publique à la périphérie de la ville. Elle était assise sur une chaise en plastique devant 15 filles noires qui la regardaient comme si elle était faite de feu et de courage. Et là, pour la première fois, il a raconté son histoire du début à la fin. Pas de script, pas de répétition. Quand il eut fini, une fille aux longues tresses lui prit la main et lui dit « Maintenant, je sais que je peux le gérer aussi. » Et Keisha savait à ce moment-là qu'elle ne portait plus seule son histoire. Au fil du temps, les marques ont guéri. Certains sont devenus invisibles. D'autres, elle a décidé de les garder exposés, comme le petit dossier bleu où elle conservait les copies des tests, les billets et les photos de cette année-là. Une archive de ce qui a essayé de la détruire, mais qui a fini par la renforcer. Pas parce que c'est arrivé, mais parce qu'elle a choisi ce qu'elle voulait en faire. Aujourd'hui, Keisha est toujours une fille de peu de mots. Il préfère toujours le coin de la pièce, le sweatshirt usé, les écouteurs dans les oreilles. Mais celui qui la trouve le sait. Derrière ce silence vit quelqu'un qui a vu le pire côté du monde et a choisi de ne plus se taire. Parce que le respect, comprenait-elle, n'est pas quelque chose que l'on mendie. C'est quelque chose qui se construit. Et si vous devez faire atterrir un hélicoptère pour être entendu, qu'il en soit ainsi. Le directeur de l'école a été muté à la fin de l'année scolaire. Ils ont dit que c'était une décision administrative, mais tout le monde dans les couloirs connaissait la raison. Certains enseignants se sont excusés publiquement. D'autres évitaient tout simplement le contact, comme s'ils étaient désormais invisibles. Le trio qui a poussé Keisha dans le placard a fait l'objet de mesures disciplinaires, mais personne ne sait exactement de quoi il s'agissait. Ils ont disparu des radars. Il n'y a pas eu de punition majeure. Et ce n'était même pas ce que Keisha voulait. Ce qu'elle voulait était simple, qu'il voie, qu'il ressentirait pendant une seconde ce qu'elle a porté pendant des mois, qu'il comprenne qu'ignorer fait aussi mal. Et d'une certaine manière, ce message est resté, parce que l'école, malgré tous ses défauts, n'a plus jamais traité le silence de la même manière. Des années plus tard, Keisha est entrée à l'université. Ce n'était pas dans le domaine du droit, comme beaucoup l'attendaient. Il a choisi la psychologie. « Je veux comprendre ce qui fait rire un enfant tout en blessant un autre », a-t-elle déclaré. Et je voulais aussi être préparée pour le moment où je rencontrerai une autre Keisha là-bas. Pas elle-même, mais le miroir, la fille silencieuse dans le coin, le garçon qui ne répond jamais, l'adolescent qui ne fait plus confiance à personne. Elle savait que leur douleur ne viendrait pas avec des sirènes ou des hélicoptères. Cela arriverait subtilement, déguisé. Et c'est là qu'elle voulait être, à l'endroit où personne ne fait attention. Là où la douleur commence. Là où l'aide devrait venir en premier. Aujourd'hui, Keisha rêve encore parfois de ce placard, mais pas avec peur. Il rêve comme s'il se souvenait d'un rite de passage. Cet espace sombre, où elle se sentait plus petite que jamais, est devenu la courbe exacte où son histoire a changé de cours. Il est curieux de voir comment les lieux de douleur deviennent, au fil du temps, des repères de courage. Elle ne romance pas ce qu'elle a vécu. Il ne pense pas que ce soit joli. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre ait à vivre la même chose. Mais cela n'efface rien non plus.
car c'est là, dans l'obscurité d'un placard métallique, qu'elle a réalisé quelque chose qui n'avait jamais été dit à voix haute. Elle avait de la valeur, même si personne ne l'a dit, même si le monde entier essayait de le nier. Et c'est peut-être ce qu'elle veut surtout que les gens comprennent, que vous n'avez pas besoin d'attendre un hélicoptère pour valider votre douleur, que, parfois, le simple fait de ne pas abandonner est déjà un acte de résistance. Keisha n'est pas devenue une héroïne. Ce n'est pas devenu un symbole. Cela a continué à être elle. Mais maintenant, avec la certitude que son silence a du poids, il a de la présence, il a du pouvoir. Et même si elle choisit toujours de ne pas parler dans de nombreuses situations, ceux qui la connaissent le savent. Si elle se lève, le monde l'entendra, même si ce n'est qu'à travers le bruit des hélices dans le ciel. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.